Mathieu Arregui, c'est moi. Astoria Finance, c'est la société pour laquelle nous travaillons. Les meilleurs collaborateurs de mon équipe, ils sont là ce soir avec moi. Il y en aurait eu d'autres, j'aurais dit la même chose, bien sûr. Ce dont je vais vous parler, comme l'a dit Wafa, c'est de fiscalité du bailleur, puisque c'est ce qui vous concerne. On s'est appliqué 2 filtres, ce que je peux dire en préambule, parce qu'on entend beaucoup de choses actuellement sur la loi de finances. On a appliqué 2 filtres. Le premier, c'est de vous parler de choses qui concernent les propriétaires bailleurs ou les personnes qui souhaitent le devenir, donc la fiscalité des revenus fonciers, et des choses qui sont pérennes, c'est-à-dire qui existeront toujours au 1er janvier 2026. Donc d'ailleurs c'est rigolo puisque pour la petite anecdote, à 17h29, nous recevions encore un mail de notre service de direction de l'ingénierie patrimoniale pour nous tenir au courant jour après jour des évolutions de ce qui se trame au gouvernement, du projet de loi de finances. Donc voilà, nous on va faire un focus vraiment pour vous aider à filtrer tout ça. Avant toute chose, je tenais à me présenter, surtout à présenter la société, que vous sachiez qui vous parle. Donc, nous, notre métier, c'est le conseil en investissement et la gestion de patrimoine. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà rencontré des conseillers en investissement, conseillers en gestion de patrimoine? À main levée. Voilà. Parfait. En 2 mots, qu'est-ce que je peux vous dire sur notre métier? Notre mission, en fait, c'est quelque part, tout un chacun est concerné par notre métier, puisque pour faire appel à nos services, c'est avant tout bénéficier d'une étude sur mesure pour qu'on puisse comprendre quelle est votre situation au moment où on vous rencontre, et essayer d'adapter nos services vraiment à ce qui est important pour vous. Et ça, nous, au cabinet Astoria Finance, on peut le faire. Pourquoi? Parce que avant de vous parler de nos 5 zones d'expertise, ce qui est très important à retenir, c'est qu'on a un cabinet de gestion de patrimoine totalement indépendant. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine, vous pouvez en rencontrer dans des banques, vous pouvez en rencontrer dans des compagnies d'assurance. Et puis, il y a des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, c'est notre cas. Alors, on est un très, très gros indépendant puisque, comme vous le verrez plus tard ou comme c'est affiché avant, aujourd'hui, on gère plus de 14 milliards d'euros en France, sur 41 bureaux. Maintenant, on n'est pas loin d'être 400 d'ailleurs. Alors, évidemment, on est excellent, comme c'est affiché ici. Mais on est totalement indépendant parce que on n'est pas détenu par une banque ou détenu par une compagnie d'assurance pour distribuer ses produits. Nous, on a la possibilité de dire qu'on travaille pour nos clients de manière justement à faire du sur-mesure. Ça, c'est les chiffres nationaux. Pour faire un focus sur nous dans la région, on a 4 bureaux, Digne-les-Bains, Aix-en-Provence, Marseille Vieux-Port et Marseille 8e. On est une équipe de 15 conseillers, en tout 27 collaborateurs avec nos assistants de notre back-office, au service d'à peu près 5000 familles, ça fait pas loin de 8000 clients. Et selon les bonnes semaines sur les marchés financiers, on gère à peu près entre 750 et 850 millions d'euros. Donc, et sur la région, même ça c'est que Marseille, sur la région, on vient de passer le milliard cette semaine. Donc, voilà, on en est assez content. Tout ça, pourquoi je vous donne ces chiffres, c'est ce qui garantit notre indépendance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut exercer on peut totalement travailler avec l'ensemble de ses partenaires et donc écouter nos clients en toute objectivité, se dire peu importe en définitive de quoi vous pouvez avoir besoin. Ce qui compte pour nous, c'est de faire du sur-mesure. C'est ça qui fait que du coup, on peut venir vous parler en toute transparence de différents sujets. L'ingénierie patrimoniale et fiscale, c'est le focus qu'on va faire ce soir. Mais également aussi de placement financier, d'immobilier. Alors nous, surtout l'immobilier d'investissement, bien sûr. On a un gros pôle succession puisque c'est une vraie thématique en termes de gestion de patrimoine, comment on transmet ce qu'on a construit. Et évidemment, une thématique sur les dirigeants d'entreprise. Juste, tiens, un petit sondage à main levée. Est-ce que dans la salle, il y a des experts comptables, notaires, courtiers en crédit, agents immobiliers ou ça? Je sais que oui. Je vous pose cette question parce que ça, c'est notre métier. Pour tout ce qui sort un peu du cadre, on a coutume, en tout cas c'est ce que j'anime à Marseille, de s'associer avec des partenaires qui sont des professions connexes à la nôtre. C'est le cas ce soir, c'est pour ça qu'on est là à vous parler, parce qu'avec Thomas et Wafa, en fait, on a considéré qu'on avait des métiers qui avaient de vraies synergies sur la gestion locative notamment, sur la transaction de vos biens de vie, comme l'a dit Wafa. Nous, aujourd'hui, on va venir vous apporter de l'information pour savoir comment vous en sortir dans ce cadre-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus et qui est pas dans les slides? Je crois que c'est déjà pas mal avant de passer la parole à Grégory qui va justement, lui, vous poser le cadre de la fiscalité aujourd'hui pour que vraiment on puisse déjà s'y retrouver avec quelques notions de base. Avant, le but que ça soit un peu interactif, savoir si tout le monde suit bien et petit à petit, progressivement, pour être sûr de perdre personne en route quand on va attaquer le vif du sujet sur ce qui sera un peu plus technique. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ouais, c'est super. Alors, je passe la parole à Grégory, merci beaucoup. CGP à Marseille. Mathieu. Je suis très heureux d'avoir dans notre équipe, justement, pour pouvoir accompagner nos clients.
Merci beaucoup Mathieu pour cette superbe introduction. Je vais passer par ici. Tout plaisir pour moi. Je t'en prie. Donc évidemment, je vais vous faire un rappel concernant les revenus du bailleur, bien évidemment. Un petit focus sur les différents types de revenus que vous pouvez avoir aujourd'hui. Revenus fonciers, bien évidemment, bénéfices agricoles, traitement, salaire, pension, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, et également, les revenus sur les capitaux mobiliers. Tous ces revenus, et notamment ceux du bailleur, évidemment, déterminent votre fiscalité. C'est un point sensible. En France, ça l'est encore plus en ce moment. On entend tout et rien à ce sujet, des dispositions, des projets de loi qui visent à l'augmenter ou autre. À ce jour, en tout cas, et c'est ce qu'on va vous présenter, la fiscalité, elle est répartie de cette façon-là. Vous avez 5 tranches en fonction de vos revenus. Ce qu'on appelle le barème progressif de l'impôt. En fonction des revenus, vous vous retrouvez forcément dans une de ces tranches. D'ailleurs, j'ai bien coupé la parole, pardon, excusez-moi. Mais c'est parce que souvent il y a une question qu'on aime bien se poser à tout le monde avec Grégory, c'est de savoir si les particuliers que vous êtes, que nous sommes, ça fait la différence quand vous lisez votre avis d'imposition entre le TMI et l'ATMI. Parce que l'administration fiscale, dans sa grande mansuétude, met des petits pièges comme ça. Donc de savoir le taux moyen d'imposition auquel vous êtes fiscalisé et la tranche marginale, c'est-à-dire la tranche la plus haute à laquelle vos revenus sont imposés. Et ça, mine de rien que ça, c'est hyper important de bien l'avoir à l'esprit pour comprendre la suite. Voilà. Merci pour cette précision. Non. En effet, ici, vous avez les 5 tranches, mais évidemment, sur votre avis d'imposition, in fine, vous allez voir un seul taux. C'est évidemment la moyenne à laquelle vous êtes taxé. Petit exemple ici, pour une personne seule qui perçoit 10 000 euros de revenus fonciers, ainsi que 60 000 euros de traitement et salaire, voire de pension, avec le détail du calcul. Donc très clairement, vous allez voir que de 0 à 11 497 euros, il n'y a rien, pas d'imposition. Une fois que vous allez dépasser cette somme, vous allez être imposé à 11% jusqu'à 29 315 euros pour être précis. Et dès que vous allez dépasser ce seuil, entre 29 316 et 83 823, vous allez être imposé à 30%. On n'a pas été beaucoup plus loin, car il y a une grosse partie de la population qui se retrouve dans ces 3 tranches, avec les revenus fonciers et avec les autres types de revenus dont vous disposez, ce qui fait, dans ce calcul-là, une imposition pour une personne seule qui s'élève déjà, j'ai envie de dire, à plus de 14 000 euros. Parce que dans ce calcul de tranche, vous voyez ici que vous vous retrouvez quand même avec une grosse partie imposée à 30. Et effectivement, ça va assez vite. Pour une personne seule, si vous n'avez pas mis en place de dispositif particulier pour optimiser cette fiscalité, ça va très vite, très haut dans les montants. Donc évidemment, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour optimiser au mieux sa fiscalité et éviter de donner, permettez-moi cette expression, 14, 15, 20 000 euros d'impôts au trésor tous les ans? On va voir par la suite qu'est-ce qu'il est possible de faire de façon très synthétique, évidemment. Avec des petites animations dans les slides, ça c'est toujours magnifique. Avec voilà, deux écoles pour pouvoir optimiser votre fiscalité. La première, c'est les mécanismes de déduction fiscale. Donc, dans ce mécanisme, on va venir tout simplement déduire votre revenu brut global. Toutes les recettes que vous avez sur ce type de dispositif-là, on va vraiment venir le réduire. Ça va être soit par exemple avec le déficit foncier, ça peut être, parce que c'est la période et je me permets un tout petit encart, avec le PER par exemple, mais concrètement, on va venir réduire votre revenu global et donc, de fait, vous permettre d'obtenir une économie d'impôt. Comme le schéma le présente, votre revenu brut global, vos revenus fonciers et tout le reste, on vient appliquer une déduction, déficit foncier, monument historique ou autre mécanisme. On arrive donc à votre revenu net global, ce qui déclenche votre impôt à payer. Première école. Deuxième école, la réduction. Là, on va venir agir directement, non pas sur vos revenus, mais sur l'impôt
qui vous reste à payer. Dans ce mécanisme, on va prendre votre revenu brut global, les déductions que vous pouvez avoir ici, qui va vous donner votre revenu net. On va calculer votre impôt et sur cet impôt, on va venir appliquer une réduction directement. C'est le cas notamment des dispositifs de Normandie, ex-Pinel pour ceux qui connaissent, et Malraux, où vraiment on va venir réduire purement et simplement le montant de votre impôt. C'est beaucoup plus impactant, mais évidemment que ces deux dispositifs, aujourd'hui, sont les plus faciles d'accès pour pouvoir agir sur la fiscalité de vos loyers. Et justement, ce soir, on voulait faire un zoom pour ce qui concerne particulièrement les bailleurs que vous êtes ou que vous voulez devenir. Mais déjà, avant toute chose, c'était très important de poser ces bases-là et de comprendre ça. Est-ce que ça, déjà, c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça, c'est quelque chose que vous maîtrisiez peut-être déjà, mais c'est très important de faire le distinguo entre les deux. Évidemment, il y a plein d'autres déductions qui existent, mais qui sont moins focus sur l'immobilier. Grégory en a dit 2 mots sur le plan d'épargne retraite. En termes de réduction d'impôts, il y a plein d'autres choses qui existent aussi, des investissements que vous pouvez faire qui vont générer une réduction de l'impôt à payer, donc qui vont agir directement sur la facture. Encore une fois, on a concentré tout ça, puisque de toute manière, dans notre métier, il n'y a pas vraiment de vérité générale, il n'y a que des cas particuliers. Donc ce soir, le cas particulier qu'on a pris, c'est le bailleur, comme nous l'ont demandé Thomas, Wafa et le cabinet. Si ça déjà c'est clair pour vous, vous allez comprendre par la suite que on va venir vous parler principalement de déficit foncier, et pour ça, je passe la parole à Romain. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose pour t'introduire, mon ami Monsieur Pasquinelli? Non, je crois pas. Je crois que tu as été complet. Vous avez été complet et brillant, d'ailleurs, si je puis dire. Je vais essayer, moi, on aime bien se lancer des fleurs comme ça. D'être à la hauteur. C'est un métier, hein. Oh, j'ai fait ça toute ma vie. Donc là, tiens, regarde, viens te mettre ici, sinon tu tournes le dos à la caméra. Pardon. Hop. Alors, je vais essayer de passer moi-même les slides. Je vous garantis pas un résultat optimal, mais on va quand même le tenter comme ça. Et une fois qu'on a dit tout ça, on se retrouve effectivement face à pléthore de choix. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai illustré avec 2 petites images qui me semblaient être de saison, puisqu'on peut se retrouver très rapidement devant une espèce de catalogue devant nous et qui risque très souvent de nous perdre face à l'immensité du choix qui s'offre à nous, puisque l'administration fiscale, encore une fois, nous offre pas mal de possibilités. L'idée, c'est de pas réellement toutes les exposer devant vous, parce qu'il y en a énormément. On a voulu surtout faire un petit focus sur l'un d'entre eux, qui nous semble être le plus pertinent. Et oui, aussi parce que c'est le seul qui est un mécanisme de droit commun, c'est-à-dire qui n'est pas assujetti à un vote du budget ou à un gouvernement. C'est quelque chose qui est inscrit dans le fonctionnement même de l'impôt sur le revenu. C'est le déficit foncier. Les autres, vous voyez d'ailleurs, ils portent le nom de certains ministres. C'est des choses qui sont temporaires, qui doivent être renouvelées chaque année, qui peuvent être bougées en fonction des besoins du gouvernement. Alors que le mécanisme de déficit foncier, on est sûr qu'il existera toujours déjà au 1er janvier et que c'est quelque chose de pérenne sur lequel on va pouvoir du coup bâtir vraiment une stratégie d'investissement, une stratégie fiscale sur le long terme, puisque c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que notre métier, c'est de trouver le bon investissement au bon moment et surtout de le suivre dans le temps, parce que la durée de vie d'un bon conseil est de plus en plus courte. Donc notre métier, c'est de mettre à jour régulièrement les choses. Et les informations qu'on vous donne ce soir, elles sont valables ce soir. Mais il y a 1 an, on disait autre chose. Dans 1 an, on dira probablement encore autre chose. Donc le but, c'est de s'assurer les services d'un conseiller qui va vous suivre dans le temps. Voilà pourquoi ce soir, on voulait zoomer sur le déficit foncier. J'aime beaucoup cette illustration des cadeaux de Noël et des cadeaux que peut nous faire le gouvernement. C'était de saison, en effet. Je te rends la parole, Romain. Ne cherchons plus le Pinel, puisque pour les retardataires, effectivement, il a été remplacé, comme tu disais Mathieu, par du de Normandie. C'est à peu près son équivalent. Donc aujourd'hui, même si c'est dans de l'ancien plus généralement, puisque on a la conviction, d'ailleurs l'État appuie fortement là-dessus, que pour les années à venir, il faudra mettre l'accent sur l'ancien. Le neuf, je dirais pas qu'il l'a vécu, mais en tout cas aujourd'hui, il y a de fortes incitations à travailler sur des dispositifs dans l'immobilier ancien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des objectifs de zéro artificialisation nette des sols, ça vous le savez. Il y a vraiment aujourd'hui forte incitation justement à aller donc sur de la rénovation dans des centres qui peuvent être aujourd'hui un peu malmenés, qui mériteraient d'avoir
bon coup de propre, de rénovation. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui le déficit foncier nous semble le plus adapté et tout indiqué pour les futurs investisseurs ou les investisseurs que vous êtes déjà. Alors, on enchaîne. Enchaînons. Avec des exemples chiffrés de chacun des dispositifs. On trouvait que la slide d'avant, elle était assez moyenne. On s'est dit, tiens, c'est issu directement de l'impôt.gouv. On s'est dit, on va la rendre un peu plus ludique. Donc, vous voyez, ça aussi, on va vous parler de ce qui est pas dans les slides parce que vous allez le recevoir, comme l'a dit Thomas. Ça vous sera envoyé à vous tous qui êtes en live et qui n'avez pas pu venir ce soir ou qui avez reçu l'invitation ou même vous qui êtes présents. Le cabinet va vous l'envoyer par mail. Donc, le but, c'est de vous donner un peu le dessous des cartes et qu'on vous dise ce que vous n'allez pas pouvoir lire après, une fois qu'on ne sera pas à côté de vous dans votre salon pour la relire avec vous. Donc, tout ça, vous pourrez le retrouver. Et le zoom, donc, quand on parle, voilà, le zoom qu'on va faire. Pareil, il y a une slide qui est comme ça, qui est magnifique, qui est illisible. On est d'accord? Donc, enfin, qui est illisible. Non, mais elle est très bien. Non, elle est jolie. On pourrait vous la lire. Voilà. On a fait le choix stratégique, Romain, de quoi? C'est son idée. En réalité, c'est sa très bonne idée. J'ai trouvé une vidéo qui était plutôt bien faite, qui donnait des exemples chiffrés très précis pour justement bien illustrer le mécanisme du dispositif, donc du déficit foncier, parce que le calcul est assez simple en réalité, et c'est d'ailleurs ce qui en fait, c'est ce que tu disais, c'est ce qui a fait son plus grande force. C'est qui est là depuis. Je crois que depuis que j'ai ouvert le CGI, il n'a jamais trop bougé, il a toujours été là, à l'inverse des dispositifs Pinel de Normandie qui évoluent chaque année, où chaque ministre ou secrétaire d'État souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Donc effectivement, le mécanisme est assez simple à comprendre. Donc d'ailleurs, probablement que la plupart d'entre vous le font sans forcément le savoir. C'est juste le simple mécanisme de se dire je perçois des revenus fonciers, j'ai des charges pour percevoir ces revenus, et la petite vidéo qu'on va vous montrer vous montre tout le détail. Donc je déduis les charges que j'engage pour percevoir ces revenus, des revenus que je perçois, pour que l'impôt soit calculé vraiment sur ce qu'il me reste net des charges que j'ai engagées. Je crois que je peux pas l'expliquer plus simplement, mais la vidéo le fait encore mieux que moi. Donc, ma foi, on va l'écouter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous n'avez pas compris après, on vous la refait en live. Le dispositif d'investissement en déficit foncier, c'est quoi? Ce dispositif s'adresse d'une part à des multi-investisseurs souhaitant défiscaliser les revenus de leur patrimoine locatif, et d'autre part à des primo-investisseurs souhaitant acquérir un patrimoine locatif en partie financé par leur avantage fiscal. Lorsque l'ensemble des charges locatives d'un bien se révèle supérieur aux revenus fonciers du propriétaire, on parle alors de déficit foncier. Comment ça marche? En cas de déficit foncier, le dispositif permet dans un premier temps à l'investisseur de ne pas être imposé sur son revenu foncier, et ce, même sur ses autres biens immobiliers, et dans un second temps, de déduire le montant restant du déficit foncier de son revenu imposable global, dans la limite de 10 700 €, l'excédent pouvant être déduit de ses futurs revenus fonciers pendant 10 ans. Prenons un exemple. Au cœur de la métropole rennaise, voici le château de la Touche-Rion, composé de 17 appartements d'exception. Ce cadre souhaite acheter un de ces appartements pour en faire un investissement locatif. Il gagne 80 000 € par an et a déjà un revenu foncier annuel de 15 000 €. Le prix de revient de l'appartement est de 300 000 €, dont 212 100 € dédiés aux travaux nécessaires à la réhabilitation de ce bien durant 3 ans. Grâce à cet investissement, il bénéficiera d'un avantage fiscal important. Comment calculer cet avantage? Pendant 3 ans, son déficit foncier sera la différence entre son revenu foncier, soit 15 000 €, et ses charges de travaux, soit 70 700 € par an. 15 000 moins 70 700 égale moins 55 700. Sur ce déficit, 10 700 € seront directement imputés sur le revenu global chaque année pendant 3 ans. Et le solde de 135 000 €, correspondant à 45 000 € x 3, pourra être utilisé pour absorber les revenus fonciers aux 10 années suivantes. Ainsi, l'investisseur aura compensé en 13 ans les 212 100 € correspondant au coût des travaux sur ses revenus fonciers. Durant les 3 années correspondant aux travaux, il sera imposé non pas sur 95 000 €, 80 000 plus 15 000, mais sur 69 300 €, 80 000 moins 10 700.
Et les 10 années suivantes, il sera imposé non pas sur la base de 95 000 euros, mais sur la base de 80 000 euros. Pour bénéficier du dispositif de déficit foncier, il faut s'engager à louer nu son bien pendant 3 ans minimum, déduire les revenus fonciers et les travaux lors de l'année de leur paiement, sans limitation de niveau, imputer sur le revenu global uniquement les charges autres que les intérêts financiers qui viennent en déduction des seuls revenus fonciers. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien clair quand ça passe comme ça à l'écran? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Après, tout sera dans les slides, donc vous pourrez vous la re-regarder si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a une question, on vous écoute. J'ai une question sur l'utilisation déclarative par rapport au montant des travaux engagés. Oui? Comment on les déclare? Est-ce qu'on envoie les factures? Comment ça fonctionne? Oui, eh ben, c'est du déclaratif. Lorsque, donc, vous avez engagé les travaux, admettons, en 2025. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez signé la facture, payé la facture avant le 31/12. Donc, vous allez les déclarer en mai 2026, quand vous allez faire votre déclaration de revenus pour tout ce qui s'est passé en 2025. C'est à ce moment-là, il y a une feuille spéciale, c'est une annexe de votre déclaration de revenus. C'est la numéro 2044 qui fait le détail de l'ensemble de vos revenus fonciers, immeuble par immeuble, c'est-à-dire bien par bien. Vous mettez la somme des loyers que vous avez perçus, les travaux que vous avez engagés, et en effet, c'est du déclaratif. Après, voilà, faut tout conserver bien évidemment. Vous pouvez les joindre si vous voulez, mais quand on le fait en ligne, il n'y a pas forcément l'ajout des pièces jointes ou quoi. Il faut bien juste conserver l'ensemble des factures, puisque ça peut être un contrôle sur pièce, tout simplement, de la part de l'administration fiscale, de venir regarder. Et alors justement, merci pour votre question. Elle me permet de rebondir et de dire deux choses. La première, c'est que l'avantage de le faire au travers d'un programme comme ça vous a été présenté, c'est que tout est cadré d'un point de vue juridique par des cabinets d'avocats fiscalistes qui ensuite vous donnent l'intégralité du guide de comment tout déclarer et vous êtes sûr que tout a bien été suivi, que tout a bien été exécuté dans les règles de l'art, pas juste de l'art, on va dire de la construction, mais aussi dans l'art fiscal. Ça, c'est le premier avantage. Mais c'est faisable de le faire tout seul ou en se faisant accompagner par un professionnel. Le deuxième avantage, moi celui que je vois le plus, c'est que des bailleurs comme vous, j'en ai rencontré je sais pas combien dans ma carrière, et en fait le plus compliqué, c'est quand on fait ce mécanisme de revenu foncier avec des immeubles qu'on détient soi, bon ben on sait jamais la valeur que donnent réellement à nos biens les travaux qu'on engage. Une fois qu'on a repeint 20 fois le même mur pour faire des travaux et pour dire voilà je fais du déficit, je sais pas vraiment si les sommes que j'engage, elles donnent de la valeur à l'immeuble que j'ai rénové. Donc ça, au moins, vous savez que, mine de rien, vous avez acheté quelque chose sur lequel il y a 212 000 euros de travaux, vous les avez déduits de vos revenus fonciers. Une fois que les travaux sont faits, vous avez rajouté dans votre patrimoine un bien qui est sorti de terre, quoi, qui a été complètement refait. Donc c'est la certitude de transformer son impôt en patrimoine. Celle-là, je l'aime bien. C'est tout jumeau. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de regarder? Pas besoin de comptable. Comment? Pas besoin de comptable. Pas besoin de comptable. Très bonne remarque, sauf s'il y a des amis comptables dans la salle. Mais sinon, très bonne remarque. Il y a plein de choses qui sont complexes là-dessus. En fait, franchement, Déclaratif à 100%. Déclaratif. Oui. Voilà. Si je peux rajouter 2-3 éléments par rapport à la slide, c'est vrai que c'est pas forcément trop précisé, mais pourquoi on dit que ce mécanisme-là, c'est une pépite dans le fameux catalogue? Parce qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser en tant que personne physique. Vous pouvez aussi l'utiliser sous forme sociétale. Dans le cadre d'une SC à l'IR, par exemple, ça fonctionne aussi. Tous les biens sont concernés. Il n'y a pas de zonage spécifique comme on pourrait le voir dans les dispositifs réglementés, style Pinel de Normandie, etc. Il n'y a pas non plus de notion de plafond de revenus de votre d'encadrement des loyers. Ou même pour vous en tant qu'investisseur, vous pouvez loger des ascendants, des descendants. Il y a une réalité, il y a une réelle liberté sur tout ce qui est permis de faire sur ce dispositif-là. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver. Ça permet encore une fois de partir rénover le parc qui aujourd'hui en aurait bien besoin dans l'ancien, sachant que les travaux, attention, c'est pas précisé ici, oui, c'est travaux de réparation, amélioration. On peut pas faire de construction nouvelle, évidemment, on peut pas non plus, je crois, agrandir ou faire des extensions sur les biens. C'est réellement de la vraie rénovation, peut-être sur le matériau ou même énergétique. Très bonne précision. Oui,
Super. Parce que souvent on me pose la question. C'est quoi qui est du chic? C'est la main d'œuvre, c'est le matériel, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Oui. C'est le montant global des travaux. D'accord. Et si par exemple, moi j'achète mon matériel et je le fais moi. Pour déduire le matériel. On va déduire le matériel. Ouais. Après, vous pouvez vous faire, non, c'est tout. C'est tout. On peut pas déduire son temps. Voilà, on peut On pas. peut passer le matériel. Le matériel, oui, complètement. Oui. Là, on parle d'un bien, d'un investissement. Oui. Un appartement qui existe déjà. Oui. Est-ce que ça rentre dans les mêmes. Complètement. Par contre, il faut pas être en hypofoncier. Il faut être au régime réel, monsieur. Tout à fait. Magnifique. Exactement. Ça, c'est parfait. Vous m'avez fait la transition parfaite. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, on vous présente quelque chose qui rentre dans quel cadre? Dans le cadre où vous déclarez vos revenus fonciers au régime réel. Le régime réel, c'est exactement ce qu'on nous expliquait. Il existe aussi une simplification qui est le régime micro. Et si je suis venu avec 2 conseillers, c'est pas pour rien, c'est que je leur demandais à eux de me rappeler exactement ce que c'est les plafonds du régime micro. Rappelez-moi parce que j'oublie à chaque fois. 30 000 pour l'instant. Merci. 15% de réduction. Non, c'est 15 000 euros de revenus 15 000 fonciers, euros. 30% de réduction. 30% de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, tant que vous avez moins de 15 000 euros de revenus fonciers, vous pouvez les déclarer en régime micro, c'est-à-dire un régime simplifié, qui va simuler comme si vous aviez 30% de charges qui pesaient dessus et ne vous fiscalisez que sur les 70% que vous percevez. 70% de 15 000, je ne sais pas compter. 70% de 10 000, ça fait 7 000. Voilà, si vous percevez 10 000 euros de revenus fonciers, vous serez fiscalisé que sur 7 000. Prélèvements sociaux aussi. Prélèvements sociaux, très important. Là-dessus, on n'a pas vraiment fait de focus. Là. Franchement, formidable. C'est qu'on vous a parlé des tranches marginales d'imposition. Faut pas oublier que les revenus fonciers, des bailleurs que vous êtes, ils subissent une double fiscalité. Celle sur l'impôt sur le revenu, les tranches marginales dont vous a parlé Monsieur Serland, Grégory. Après, se rajoute, comme n'importe quel revenu que vous avez en France à part vos salaires, les prélèvements sociaux. La CSG, CRDS, 17,2%. Ce qui fait que concrètement, quelqu'un qui est dans une tranche à 30%, en fait, il va payer réellement 47,2% d'impôts sur les revenus qu'il perçoit. Ce qui veut dire aussi que les charges déductibles que vous faites, si vous avez 10 000 euros de déficit foncier, ben, en fait, ça vous fait une économie d'impôt de 4 720 euros. Et là, normalement, on commence à comprendre la puissance du mécanisme. Donc ça, c'est pour le régime réel, encore une fois, merci pour votre question. L'autre chose dont on vous a pas parlé ce soir, c'est tout ce qui est location meublée, puisque vous l'avez vu, ça ne s'applique qu'aux locations nues pendant un minimum de 3 ans. C'est ça? Oui. Merci, messieurs. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un autre régime qui est celui de la location meublée non professionnelle ou professionnelle. C'est encore un autre film. On a fait le choix de pas vous en parler ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer là-dessus. C'est déjà le cas l'année dernière. C'est assez peu défini pour savoir voilà comment on réintègre. C'est complètement un autre mécanisme. C'est même pas des revenus fonciers, ce sont voilà des bénéfices. Donc c'est toute une autre stratégie. Ça pourra d'ailleurs faire l'objet d'une autre conférence à l'occasion. Après, si vous avez des questions sur oui. du meublé, oui. Vous pouvez lui poser quand même. Oui, vous pouvez me les poser. Je me retournerai vers les conseillers qui vous répondront. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire de plus? Ce qu'on voulait vous dire de plus, si quand même, c'est que normalement vous l'avez compris, c'est assez complexe. On a essayé de vulgariser, de simplifier au maximum. On peut vite se retrouver dans des cas particuliers. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vérité générale en termes de conseil en gestion de patrimoine. C'est pour ça que notre méthode, c'est toujours de partir d'un bilan. Un bilan qui vous sera offert en tant que client de l'immobilière de la Bonne Mère. Je viens de le décider à l'instant. On vous prendra pas d'honoraires pour vous faire un audit de votre situation patrimoniale, pour vous donner les chiffres clés de votre patrimoine au moment où on s'en compte. Donc voilà, ne serait-ce que pour vous donner de la visibilité, que vous sachiez exactement à quelle sauce vous seriez mangé. On peut aussi faire des diagnostics successoraux parce que je sais que ça préoccupe beaucoup d'investisseurs de se dire ok, j'ai constitué ce patrimoine, c'est mes compléments de revenus, mais qu'adviendra-t-il une fois que je le transmettrai? C'est complètement notre métier, comme vous l'avez vu au début. Et tout ça, ça passe par un bilan. Ça engage à rien. Nous, voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat derrière. Notre métier, évidemment, c'est de donner des conseils en investissement et en gestion de patrimoine. Donc, lors d'un deuxième rendez-vous, on va vous donner nos préconisations en vous disant, tiens, je crois qu'on a une slide là-dessus d'ailleurs sur le système premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous. Mais voilà, comme elle est illisible, de toute façon, je peux la faire a cappella. C'est pas plus mal. Voilà, 2 semaines plus tard, généralement, on vous restitue nos préconisations pour vous dire voilà, nous, en tant que professionnels, on considère que c'est ça que vous avez de mieux à faire. Et évidemment, ça, c'est d'un point de vue objectif. On est tous remplis de subjectivité. Donc, ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez mettre en place. C'est comme ça qu'on travaille. Si les solutions que vous avez à mettre en place, elles sont pas avec nous, on vous réoriente vers les professionnels, comme je vous l'ai dit, connexes, un notaire, un courtier en crédit, un agent immobilier qui va faire de l'ancien ou pour votre résidence principale.
Et puis surtout, le plus important, c'est une fois que c'est mis en place, c'est de vous suivre dans le temps. C'est pour ça que pour gérer l'ensemble de nos clients, on est une équipe de 15 pour faire en sorte que chacun d'entre nous ait le temps de s'occuper de tout le monde et de voir tout le monde plusieurs fois dans l'année et qu'on puisse continuer à respecter la phrase qui est de dire à nos clients qu'ils peuvent nous appeler quand ils veulent et que nous on les appelle quand il faut. Voilà, celle-là elle est belle aussi, mais elle est pas de moi, c'est pour ça que j'aime bien la dire. Là pour le coup, je crois qu'on vous a dit beaucoup de choses. Maintenant, si vous avez des questions, je sais qu'on avait un timing de vouloir commencer à boire et manger vers 19h. On peut prendre quelques questions ici. Thomas, je sais pas si toi tu avais reçu des questions aussi que tu voulais encore nous poser. Oui, par contre, juste pour le live, c'est bien que si je pose la question, après on vous la répéter. Ok, très bien. Alors la question que j'avais, c'est est-ce que ça me, pour si on a parlé de l'habitation, si on fait du commercial. Ok. Donc là, la question de Thomas concerne, là, on a parlé surtout de l'habitation. Est-ce que ça se transpose au commercial? Oui, complètement, puisqu'en fait, c'est comme l'a dit Romain, c'est le dispositif qui est le plus libre, où on a le plus de liberté de faire. J'ai beaucoup aimé cette phrase, qui est de lui. Et ça veut dire qu'en gros, c'est exactement la même chose. Vous avez un immeuble, vous le louez à une société commerciale qui vous verse un loyer. C'est pareil pour vous, ça reste du revenu foncier, que ça soit un particulier ou une société qui vous verse un loyer, c'est exactement la même chose. Vous engagez des frais pour percevoir ce loyer-là, ça sera déductible du revenu foncier. Est-ce que ça répond à la question? Oui. C'est quand même bien fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Je vous écoute. Vous parlez du viager, parce qu'il n'y a pas du tout d'avantage fiscal pur à le viager. Moi, je me suis un petit peu intéressée à ça. Donc je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est un peu délicat, mais je sais pas. On n'avait pas du tout parlé. Ça rentre pas du tout dans quelque chose de... Alors, la question concernant le viager, pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que c'est, en réalité, vous percevez les loyers. En fait, c'est exactement la même chose, peu importe, ça revient exactement au même. Que vous, de quel côté je vais vous faire préciser votre question. Viager côté vendeur, c'est-à-dire j'ai vendu mon bien en viager, ou côté acheteur? Côté acheteur, c'est-à-dire j'ai acheté un bien, je perçois des loyers, du coup, qui proviennent de la personne. C'est pas des vrais loyers, c'est en fait une décote. Exactement. C'est pour ça que ça rentre pas dans le. Je fais valider par les conseillers qui sont quand même. C'est une rente. Voilà. Ok. Comme ils n'ont pas le micro, je répète ce qu'ils ont dit. C'est considéré comme une rente, donc ce n'est pas assujetti. Ça rentre pas dans l'assiette de calcul des revenus fonciers. Vous avez déjà un mécanisme qui permet d'avoir une décote sur les rentes perçues en fonction de la tranche d'âge de mémoire, ce qui fait que vous avez l'avantage fiscal à ce niveau-là. Ça rentre pas forcément dans. C'est plutôt de la transmission, le viager, constitution de patrimoine pour vous, pour l'acquéreur, et pour le cédant, on va dire, c'est plutôt de la transmission. Donc c'est pas tant l'effet fiscal qui est recherché, à mon sens, dans cette opération-là. Mais ça a son intérêt dans une stratégie, bien sûr. Monsieur. Ouais. Ah, alors attendez. Comme vous voulez. Allez. Oui. Non, moi je voudrais rebondir sur la question de M. Babé il y a quelques instants. Lorsque l'on fait des travaux, Thomas a posé la question dans le sens, on prend en charge que les matériaux si on assure nous-mêmes la main-d'œuvre. Pourquoi? Je vous la fais court. Là, encore cette semaine, j'ai eu un truc à changer chez mon locataire, peu importe. J'avais une facture 460 €, une plaque de cuisson. Posée, là, je vous la fais court. Bref, je fais venir mon artisan, 220 €. La même plaque de cuisson, posée, tout marche. Donc, il y a un aspect, je pense, entre guillemets, un peu déconnant. Ça, je sais pas vous dire. Pour le coup, nous, on reçoit les factures, on les déclare dans les déclarations de revenus de nos clients. Quelque part, c'est vrai que pour le coup, tout ce qui est rénovation, par ce simple fait du déficit foncier, c'est un peu subventionné. C'est-à-dire que concrètement, plus vous payez d'impôts, et si vous engagez des travaux, plus l'impact fiscal est fort. Donc oui, en effet, il peut y avoir cet aspect-là. Maintenant, nous, surtout, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est ça justement, c'est que quand vous faites des travaux sur des biens que vous louez ou à destination de les louer, ce qu'il faut surtout s'enquérir, c'est si je fais 10 000 € de travaux, est-ce que mon bien il a pris 10 000 € de valeur? C'est pas forcément sûr. Donc en fait, peut-être que c'est juste la fuite en avant, c'est de dire pour ne pas payer d'impôts, je fais des travaux, mais si mes travaux donnent pas de valeur à mon bien, en fait, je m'enrichis pas plus que ça. J'aurais payé mes impôts, c'était pareil. Donc c'est aussi ce qui fait
qu'il y a beaucoup de particuliers qui pendant des années n'ont pas forcément fait de travaux non plus. Et ben voilà, après on en revient aux problématiques que vous aviez évoquées l'année dernière avec la rénovation énergétique du bâtiment ou autre. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question, mais d'un point de vue global, ça revient au même que vous fassiez faire par des artisans ou par vous-même. C'est la facture qui sera déductible puisque personne ne peut quantifier la valeur de votre temps. C'était pas mal celle-là aussi. Je vous écoute. Monsieur, pardon, votre question. Est-ce que ça rentre aussi en ligne de compte si je fais des travaux dans l'appartement? Très très bonne question. Oui. Franchement, très très bonne question. Je la répète au cas où dans le live on l'ait pas entendu. Est-ce que si j'ai donné la nue propriété de mon patrimoine à mes enfants et que donc j'ai fait une donation avec réserve d'usufruit, est-ce que les travaux que j'engage vont se déduire de la même manière? La réponse est oui, à 100%, puisque c'est vous qui percevez 100% des loyers, c'est vous qui payez 100% des charges, donc c'est vous qui déduisez 100% des charges sur les loyers que vous percevez. Et ça, je vous remercie de la poser la question parce que pour le coup, c'est une stratégie fiscale et patrimoniale qu'on utilise tout le temps avec nos clients. Si vous envisagez de faire des donations, faites-les avant de faire les travaux. Vous donnez avec la valeur non rénovée, qui forcément est inférieure, vous donnez à vos enfants. Une fois que c'est donné, vous faites les travaux. Une fois que vos enfants ont la nue propriété, vous engagez les travaux. Donc vous redonnez de la valeur au bien, mais une valeur sur laquelle vos enfants ne paieront jamais de fiscalité. Je vous l'ai fait très courte. Prenez rendez-vous, je le ferai en plus long. Mais en gros, c'est une très très bonne stratégie pour tous les biens qu'on a donnés en nue propriété, de rénover plutôt ceux-là en priorité, puisque quand on fait une donation de nue propriété, il y a deux choses sur lesquelles nos enfants ne paieront jamais de fiscalité. C'est la valeur qu'auront pris les biens entre la date de la donation et la date de votre décès, et c'est sur votre usufruit que vous êtes réservé et que vous aurez consommé au fur et à mesure du temps, qui va s'éteindre avec vous pour renaître dans leurs mains. Est-ce que ça répond à votre question et est-ce que c'était compréhensible? Super. Il faut surtout penser, que le montant des travaux doit être assez engagé de manière importante pour justement créer ce déficit. Donc c'est vrai que ça se calcule pour être sûr que la masse de travaux à faire puisse répondre justement à ce mécanisme-là et venir s'imputer sur les revenus. Ah, on a affiché les distinctions qu'on a eues dans la presse, mon Dieu, mais c'est trop. Il y avait une question. Une question concernant les travaux qui sont faits sur toute la copropriété. Oui. Structurels, Wow. Est-ce que l'argent qu'on engage en tant qu'appel de fonds est aussi déductible sur les travaux structurels? Eh bien, oui, complètement. Tout à fait. Tout à fait. Sur les biens que vous louez. Oui. Attention, pas sur tout. Si vous engagez des travaux pour votre résidence principale, ou admettons, ça m'est déjà arrivé avec des clients, vous avez un immeuble entier, d'accord, dont une partie est votre résidence principale. Si vous faites des travaux structurels de toiture ou de fondation ou autre, et que vous occupez un tiers de l'immeuble, vous pourrez déduire que les 2 tiers de la facture. Voilà. Sinon, c'est de l'abus. Enfin, vous pouvez essayer, hein, pas vu, pas pris, prix pendu. Exactement. Ça répond? Super. Comment? Pareil pour les durées, par exemple, un bien qu'on a en RP, qu'on passe on met en loc, par exemple, 2 mois pour l'année, on déduit 2/12 des travaux. C'est une bonne question ça, mais alors la question c'est de savoir si vous louez une partie de l'année votre résidence principale. Est-ce que vous pouvez déduire une partie des travaux? Ça dépend comment vous le louez. Il faut l'engagement de 3 ans de location du bien derrière pour pouvoir accéder au mécanisme. Par exemple, on est au mois d'août, je fais des travaux et je mets en location en novembre. Mais vous... Je pense pas parce que vous mettez en location avec un bail, mais un bail de location meublée. Donc ça rentre pas. Faudrait que ça soit loué en nu. Pour que ça marche, il faudrait que vous vidiez votre appartement, que vous le louiez pendant 3 ans pour pouvoir déduire les frais. Donc j'avais jamais eu la question, tiens, elle était intéressante, mais ça marche pas. Ça fonctionne au bout de 3 ans d'engagement. Donc, à la fin des 3 ans d'engagement, on peut le faire pendant. Vous pouvez le faire pendant, en fait, mais après, si jamais l'engagement de location est rompu pendant la durée, à ce moment-là, il faudra le préciser aux impôts qui pourra potentiellement revenir sur l'avantage que vous avez perçu, puisque l'avantage, il est très rapidement... à l'année N+1, en réalité, vous êtes déjà sur l'avantage fiscal. Donc, il faut quand même justifier de 3 ans de location.
Bon, bah, écoutez, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Vos questions ont enrichi les débats, je trouve. Ce que je vous propose pour respecter le timing et pour peut-être passer un moment de convivialité, c'est peut-être je sais pas si Thomas veut conclure ou Afa veut conclure en disant quelques mots. Sinon, je fais moi-même la conclusion en disant qu'on a été très heureux. Monsieur Thomas Bavet, on l'applaudit. Quand même, voilà, à l'initiative de cette soirée, c'est grâce à lui que je suis là. C'est pas moi qui peux dire un peu. Pardon. Il fait pas fait grand chose, moi. Tu m'as invité déjà. Exactement. Voilà. Exactement. Ça cause de lui. J'espère qu'en tout cas, le sujet est assez riche. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'investisseurs, c'est un peu nos règles du jeu. Donc, c'est important pour nous de connaître, de maîtriser tous ces parallèles qui vont nous permettre de réussir notre investissement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette conférence sur ce sujet-là aujourd'hui. On aurait aimé parler LMNT, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. Le problème, c'est que on pourra le refaire au printemps. Voilà, c'est en termes de fiscalité, c'est très mouvant, ça bouge beaucoup. On entend des règles qui changent, après ça revient. Donc on s'est dit on va se mettre focus sur le loueur nu, c'est une valeur sûre, ça fonctionne. Et puis c'est vrai que le MNP après on est assez vite plafonné, donc c'est quelque chose si on continue à investir, on sera tous amenés à y passer un jour. Voilà, merci pour l'écoute. Merci pour votre attention, merci pour vos questions, vraiment, c'était un plaisir. Au revoir à tous.